Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief de course, un débrief de course assez spécial dû aux restrictions sanitaires, vu qu'on n'a pas le droit de sortir en extérieur. Je vais donc faire une course sur Zwift, le logiciel Zwift, comme vous le voyez, qui permet de simuler des courses avec des vraies personnes qui viennent de tout autour du monde. Le profil de la course s'annonce assez relevé, avec au départ le passage de l'Epic KOM, la deuxième côte la plus difficile après l'Alpe d'Huez, sur le logiciel Zwift. Je vais d'ailleurs profiter de l'avant-départ pour vous montrer le profil de la course. Donc comme vous le voyez, c'est une course assez longue pour Zwift, une course d'un peu plus de 40 km, séparée en deux montées majeures. Donc comme vous le voyez, l'Epic KOM prend la majeure partie de la course, mais il ne faut pas s'y tromper, la deuxième côte de la course va aussi faire très mal aux jambes. On se retrouve donc à quelques secondes du départ, on voit que ma puissance commence à augmenter, parce que si vous connaissez Zwift, vous savez que avant les 5 premières secondes avant un départ, il faut commencer à mettre la puissance pour pouvoir tenir avec le groupe de tête. Néanmoins, je choisis de prendre une allure FTP, donc c'est-à-dire une allure qui peut me permettre de tenir sur la longueur, au détriment de partir dans les pole positions. De ce fait, au départ, je me retrouve dans les 50 premières positions, ce qui n'est honnêtement pas trop mal, sachant qu'on est plus de 300 à être parti. Néanmoins, voyant un écart se former avec la tête de la course, je décide de pousser quelques watts pour me permettre de rejoindre celle-ci. J'ai donc travaillé à la tête de ce groupe de poursuivants pour permettre de rattraper le groupe de devant. Arrivé dans le tunnel, on voit que le trou s'est rebouché, me permettant d'évoluer avec le groupe de tête sur quelques kilomètres. Me permettant même de me glisser à la tête de course pour quelques kilomètres. Néanmoins, arrivé au début de l'Epic KOM, je me rends compte que tous mes concurrents, comme attendu, développe beaucoup plus de watts par kilo que moi. C'est les petits chiffres que vous pouvez voir à droite de l'écran à côté de mon prénom et à côté des noms des concurrents. Donc je vois donc que les concurrents développent beaucoup plus de watts par kilo que moi, ce qui veut dire qu'ils sont bien plus forts que moi en montée. C'est donc tout naturellement que je me retrouve détaché du groupe de tête, en même temps je n'avais pas de velléité à la victoire, et donc c'est tout naturellement que je roule, je préfère rester à une allure qui me permette de durer longtemps que de me faire exploser dans la première montée. Le petit graphique qui vient de s'afficher en bas de votre écran est l'évolution de mon développement de watts selon en fur et à mesure du temps. On voit que ça avance, du coup ça monte qu'en jaune. Quand je suis en jaune, c'est environ ma FTP. Donc en rouge, c'est que je suis au-dessus, en vert, bleu et blanc, c'est que je suis en dessous. Arrivé au pont, je me retrouve dans un petit groupe avec lequel je vais pouvoir faire quelques kilomètres durant la montée. C'est un petit groupe qui a environ le même développement de watts par kilo que moi, du coup je me dis que c'est un bon groupe à suivre, quoi. Tout au long de la montée, il y a à droite de la route des panneaux qui nous indiquent à combien de kilomètres est le sommet.
c'est assez intéressant pour pouvoir gérer son effort jusqu'à la fin de l'ascension. Hélas, arrivé au moment de replat durant la côte, je me rends compte que j'ai un problème sur mon dérailleur dans la vraie vie qui m'empêche de passer le grand plateau et donc de pouvoir les suivre. C'est donc un petit peu dégoûté que je suis obligé de mouliner derrière eux en les voyant partir à toute allure. Durant la montée, je me retrouve donc à un petit groupe avec lequel je vais continuer mon ascension. Mais hélas, comme vous allez le voir dans quelques secondes, quand le replat va revenir, je vais les voir rebelote, repartir comme ça s'était passé dans le premier replat. Arrivé sous l'arche, on voit que les premiers l'ont bouclé la côte en 18 minutes 30 et moi, si mes souvenirs sont bons, en 24 minutes. J'arrive donc à la 57e place, qui n'est pas une mauvaise place, mais pas non plus géniale. Sur Zwift, en descente, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert à rien de pédaler. On voit qu'au début, je pédale un petit peu, mais c'est surtout pour faire redescendre mon cœur plus doucement. Mais en soi, en descente, il n'y a vraiment pas besoin de pédaler, parce que les différences de vitesse vont être minimes. En espérant que la descente en accéléré ne vous donne pas la nausée, je vais vous demander si la vidéo vous plaît de lâcher un like, et si vous avez envie même de vous abonner ou de lâcher un commentaire, pour me dire ce que j'aurais pu faire mieux, autant dans la course que sur la vidéo. Pensez que l'Epic KOM était la seule difficulté de la course, c'était vraiment survoyé, parce qu'en fait là je vais arriver dans la partie plus plate, mais une partie plus plate notamment beaucoup composée de gravel, de parties gravel, ce qui va demander donc beaucoup plus d'efforts pour rouler aux mêmes vitesses. Je profite de cette petite partie en accéléré pour vous faire remarquer à quel point le monde de Zwift peut être appréciable à l'œil et peut permettre de bien rouler sans s'ennuyer. Et c'est pour moi à ce moment-là que le calvaire va commencer en arrivant sur la partie gravel. À partir de ce moment-là, la course va devenir vraiment beaucoup plus difficile. D'ailleurs, vous voyez bien à l'écran que, vu ma courbe de puissance, j'arrive plus à mettre de watts, j'arrive plus à rien. Et donc, toute cette partie de la course va être la partie la plus difficile selon moi, parce que ça va alterner entre partie gravel en montée, et ça va être que des changements d'allure. Et avec mon grand plateau qui ne fonctionne pas, je peux vous dire que à ce moment-là, c'est assez difficile. En réalité, je vous dis que mon grand plateau ne fonctionne pas, c'est un mensonge, excusez-moi. En réalité, mon grand plateau fonctionne, mais très très mal. Donc, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir réussir à le mettre, mais tout ce qui est changement d'allure rapide, ça va être un calvaire pour moi, parce que je vais pas pouvoir changer rapidement de plateau. Enfin, après de longues minutes de souffrance, je sors enfin de cette partie gravel avec l'objectif de me trouver un groupe pour enfin finir cette course en groupe et de pouvoir disputer un sprint à la fin. On voit que le coureur canadien derrière moi utilise un VTT. Donc il va utiliser ce VTT là jusqu'à un certain point où là il va totalement couper son effort pour rechanger de vélo et reprendre un vélo de route. Et donc je me demandais si c'était utile de changer de vélo sur les portions de gravel, sur les courses de Zwift comme ça. Si ça avait vraiment un aspect bénéfique à la vitesse au point de privilégier le changement de vélo. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le coureur canadien, on voit sur le tableau à droite, qui est aussi assez utile pour ça, on voit qu'il développe 0 watts, donc on voit bien qu'il s'est arrêté pour changer de vélo. On va voir que quelques minutes plus tard, il va revenir avec un groupe
à ma hauteur et on va voir que bah oui, là il a changé de vélo, il a passé en vélo de route. Arrivé dans la descente, un petit groupe va se former, ce qui va donc nous permettre de jouer un sprint à l'arrivée. L'objectif ici va donc être de s'économiser le maximum possible au vu du sprint qui va arriver dans quelques kilomètres. De plus, on voit que nos poursuivants sont à environ 20 secondes d'écart de nous, ce qui nous permet d'avoir une marge assez élevée pour pouvoir se disputer un sprint qu'entre nous. Le sprint pour la 60e place va donc se passer entre 2 Français, 2 Japonais, un Malaisien et un Canadien. C'est assez amusant parce que Zwift c'est le seul endroit où, au niveau amateur, on va pouvoir avoir un aussi grand mélange de nationalités. On se retrouve à la flamme rouge, la puissance commence à augmenter, personne n'a envie de se faire lâcher dans le dernier kilomètre parce que une des particularités de Zwift, c'est que quand on se fait lâcher, c'est très difficile de se faire de revenir sur le peloton. Donc à ce moment-là, il faut rester très attentif aux écarts de puissance de nos concurrents parce que là, on n'est pas à l'abri que quelqu'un décide de partir en solitaire et de finir la course tout seul. On voit que le concurrent canadien accélère en essayant d'étirer un maximum le peloton avec pour objectif de perdre une partie des coureurs. Néanmoins, cette accélération n'est pas assez franche et on arrive très rapidement à se refaire une place à l'avant. En me plaçant à l'avant, je commets une erreur qui m'empêche de profiter de l'effet d'aspiration que j'aurais pu avoir si je me serais déjà placé derrière d'autres coureurs. Et ça ne manque pas, le deuxième coureur français lance son sprint, je n'étais pas très attentif à ce moment-là, du coup je ne le vois pas partir, et je prends quelques secondes à lancer mon sprint. Je pars donc avec un peu de retard avec mes concurrents, mais je ne lâche pas l'affaire et décide de lâcher tout ce que j'ai jusqu'à l'arrivée. J'arrive donc à grappiller quelques places, mais ce n'est pas suffisant pour rattraper le coureur japonais, et donc j'arrive deuxième de ce groupe. Je suis donc satisfait de cette course, bien que la forme n'y était pas, cette course a été assez intéressante pour moi. Je fais un sprint à la fin qui me satisfait, et m'octroie donc une 62e place, sur 300 partants. J'espère donc que cette course vous a plu, en attendant le retour des courses à la mi-mai. Je vous souhaite jusque là de bien vous entraîner, de bien rouler, et au revoir.